Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je vous avoue que j'étais fatiguée. J'avais pas de motivation pour faire des vidéos et en plus j'avais plein de travail, plein de choses à côté et j'ai laissé tomber, en tout cas pour quelques temps. Mais vous m'avez manqué et je me suis dit que c'était vraiment le moment idéal Noël pour revenir en force avec une vidéo hors série. Je vous en avais déjà parlé, mais j'ai très envie de vous parler de certains dessins animés de mon enfance qui m'ont marqué, de les analyser et tout simplement de vous en parler. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer aujourd'hui avec le dessin animé Princesse Sissi, sorti en 97, se composant de 52 épisodes de 20 minutes et étant plus ou moins basé sur l'histoire d'Élisabeth d'Autriche, une réelle impératrice. Avec le Ciné Cucu Club, nous avons un live de Noël prévu sur les films Sissi de Romy Schneider. En prévoyant ça, je me suis dit, tiens, ne serait-ce pas le moment de regarder l'entièreté de la série Princesse Sissi, dont je n'ai vu, je crois, qu'une dizaine d'épisodes par-ci par-là, sans jamais réellement comprendre les intrigues ou les personnages. Dr Pralinus, mon ami qui a déjà fait une vidéo sur Princesse Sissi, s'est proposé de m'accompagner durant cette vidéo, ou plutôt ces vidéos, parce qu'en réalité j'ai écrit 130 pages de script, du coup ça va être compliqué d'en faire qu'une seule vidéo, ou alors ce serait une très longue vidéo. Mais... Alors Pralinus, quelle sera ta mission ? Ma mission, si je l'accepte, et je l'accepte, évidemment, c'est pour Gaël, va être de démontrer qu'en plus de faire n'importe quoi avec l'histoire avec un grand H, la série Sissi procède sans imagination, puisqu'elle passe son temps à piquer des idées au film avec Romy, qui était loin d'être des documentaires. Merci beaucoup Pralinus, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. De mon côté, j'ai très hâte de vous parler de Princesse Sissi, un dessin animé qui n'a absolument rien à voir avec la vraie histoire, que je connais très bien, puisque ma mère est une passionnée de l'histoire des Habsbourg et surtout d'Élisabeth d'Autriche, la réelle impératrice, qui est entrée dans l'imaginaire par les films de Romy Schneider ou encore d'autres adaptations bien éloignées de la réalité. Il faut savoir qu'il y a un an, j'ai acheté une Barbie à ma maman. Une Barbie Sissi. Je voulais absolument vous la montrer parce que c'est vraiment la combinaison de nos deux passions réunies en une seule. Et en plus, c'est une poupée de collection, il faut le savoir. Elle est très belle et je pense que si j'avais 15 ans de moins, j'aurais trop envie de l'ouvrir et de jouer avec. Bref. Il faut aussi savoir que j'ai visité absolument tous les châteaux et les lieux visités par Élisabeth d'Autriche, puisque ma maman, mon papa, ma sœur et moi, nous sommes partis dans les années 2000 faire le tour de l'Allemagne, Autriche et Hongrie, sur les traces des Habsbourg. C'était vraiment chouette, mais je ne vous montrerai pas de photos parce que j'étais beaucoup trop jeune et que j'assume pas du tout mes photos. Princesse Sissi, c'est un dessin animé que je regardais en mangeant mon goûter quand j'étais gamine. Et Princesse Sissi, c'est aussi un dessin animé que je n'ai jamais vu en entier, ne comprenant jamais réellement les intrigues ou les personnages. Quand on a décidé de faire le live avec Pralinus et Hermine, je me suis dit, tiens, et si je regardais une vidéo qui résume Princesse Sissi ? Parce que 52 épisodes de 20 minutes, merci mais j'ai autre chose à faire. Eh bien, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied, ce qui fait que j'ai finalement regardé les 52 épisodes de Princesse Sissi. Et je me suis dit, ce serait trop bête d'avoir autant de matière et de ne pas en faire une vidéo. Qui plus est, Princesse Sissi possède quelques points communs vocaux avec Barbie, que je vais vous présenter tout de suite après. Princesse Sissi, il faut le savoir, n'a absolument rien à voir avec la réalité. En tout cas en partie. Disons que c'est un peu comme si c'était une énorme fanfiction historique. Peut-être que ça aurait fait fureur maintenant qu'il y a Wattpad. En tout cas, je ne sais pas sous quelle substance tournaient les réalisateurs et les créateurs de cette série, mais en tout cas, ça avait l'air d'être de la bonne. N'ayant pas trouvé de vidéo qui résumait Princesse Sissi, finalement, ce sera moi qui m'y collerai. J'espère que ça vous plaira et que vous aimerez découvrir avec moi cette série qui a bercé mon enfance, tous les plots, tous les intrigues et quels sont les liens avec la réalité historique. Mais avant de commencer, introduisons les personnages, leurs voix et surtout s'ils ont un lien avec la réalité historique. Discutons des personnages de la série, de leur voix, qui a parfois des points communs avec les voix de Barbie, et de leur réalité historique, si elle existe. Sissi, de son vrai nom Elisabeth de Wittelbach, est un personnage qui a réellement existé historiquement. Mais soyons clairs, la Sissi du dessin animé n'a que peu de points communs avec la vraie, si ce n'est peut-être son amour de la nature et son anniversaire à Noël.
La vraie Sissi a eu une vie extrêmement malheureuse. Elle détestait la vie à la cour et elle n'aimait pas François-Joseph, l'empereur, son époux. Au moins, elle et Franz ne sont pas cousins dans le dessin animé, c'est déjà ça de gagner. Elle n'était pas blonde également, mais ça n'a pas dérangé les créateurs du dessin animé, probablement parce que dans les années 90, on adorait que la blonde soit gentille et que son ennemie soit brune. La voix du personnage est bien connue des amoureux des films Barbie, puisqu'il s'agit de Michel Litwack, la voix de Barbie jusqu'en 2007. François-Joseph, dit Franz, est le futur empereur d'Autriche et le fils de l'impératrice Sophia. Il va tomber fou amoureux de Sissi, la personnage principale, aux grandes dames de sa mère qui n'approuve pas du tout cette union. Il veut s'amuser et être libre de faire ce qu'il veut. Ce qui dénote complètement du vrai François-Joseph qui adorait la paperasse et appréciait son statut de chef d'État. On dit de lui qu'il aimait profondément Sissi, mais il n'a pas été un bon mari. Sans compter qu'ils étaient cousins et un petit peu attaqués par la consanguinité qui courait sur des générations entières. Dans le dessin animé, c'est une voix inconnue des films Barbie, Olivier Détraize, qui le double. Sophia est la mère du futur héritier de l'Autriche, le prince Franz, et dirigeante actuelle de l'Autriche. Dans la réalité, Sophie était la tante de Sissi et elle lui a effectivement fait vivre un enfer, lui faisant payer d'avoir fait changer d'avis son fils, qui devait épouser Hélène. C'était également une fine stratège politique qui fit tout ce qui lui était possible pour faire de son fils l'empereur d'Autriche. Sa comédienne de doublage est Francis Lenné, qui ne participe pas à des films Barbie, mais que vous avez sûrement entendu dans Candy en tant que Sœur Maria. Karl est le frère cadet de Franz, et il est l'un des personnages qui se rapproche le plus de la réalité. Le vrai Karl Ludwig était aussi amoureux de Sissi et surtout l'un de ses amis proches. Dans le dessin animé, il doit être un des seuls personnages à avoir conservé des similitudes avec son alter ego réel. Il est doublé par Frank Torgman, qui n'est autre que la voix du prince Daniel, du roi Dominique, de Aidan et de Derek dans les films Barbie. Dans le monde réel, Sissi était l'une des 10 enfants de la princesse Ludovica et du duc Maximilien de Bavière. Sa sœur aînée, la princesse Hélène, était celle qui devait épouser François-Joseph. L'empereur préféra Sissi, ce qui donne d'ailleurs une scène iconique dans le film de 1955. Dans la série, Helena et Sissi ne sont pas liées. Helena est la fille du maréchal von Grossberg, elle est la suivante de l'impératrice, et elle adore manigancer dans le but d'épouser Franz. Il est possible que pour éviter d'inclure une antagoniste dans la famille de Sissi, les créateurs de la série aient choisi de l'exclure de Possy et d'en faire une mauvaise graine de la cour, incarnant le parfait opposé de Sissi. Sa voix, Elisabeth Fargeau, est présente dans des films Barbie. C'est Topaz dans la saga Fairytopia et Madame Bidnell dans Barbie et la magie de Noël. Jean-Luc Kayser double le conseiller de Zotornik, et même s'il n'a pas travaillé sur des films Barbie, vous l'avez sûrement déjà entendu, comme par exemple dans Denis la Malice, où il incarne le papa. Le conseiller de l'impératrice est une totale création de la série, même si on s'en doute, elle devait être entourée de beaucoup de gens véreux dans la vraie vie. Dans la série, Zotornik veut absolument conserver le pouvoir, mais il craint que Franz ne l'écoute pas autant que l'impératrice. Il mettra donc tout en œuvre pour mettre la main sur le trône et détruire les Hongrois. Il ne semble avoir aucun sentiment, si ce n'est pour Cancan, le perroquet de Sissi. Mais cette histoire d'amour est vouée à l'échec, hélas, car Cancan n'a qu'une personne dans son cœur, et c'est Sissi. Le conte Arcas est aussi une invention, et il est doublé par Georges Lican, que vous connaissez peut-être comme le narrateur de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ce conte est le voisin de la famille du duc Max, et c'est aussi son pire ennemi. Il a déjà acheté des terres au père de Sissi pour s'agrandir, mais son rêve est de posséder Possy tout entier. Il y passera la série entière.
Ludovica n'a pas été aussi heureuse qu'il est présenté dans la série avec son époux. Elle a été mariée pour forger des alliances et n'était pas en accord avec la vie peu fastueuse de son époux. Ils auront tout de même 10 enfants ensemble. Dans la série, elle n'est maman que de 5 enfants et est doublée par la merveilleuse Blanche Ravallec que vous connaissez dans les films Barbie en tant que Gothel dans Réponse ou encore la tante Drosselmayer dans Barbie Casse-Noisette. Le duc Max, malgré son titre, était un esprit libre de Bavière. Dans la série, il conserve cette liberté et est un fervent défenseur des Hongrois et l'un des meilleurs amis d'Andrassy. Ce qui n'est qu'un fantasme de la série. Daniel Beretta lui prête sa voix et il prêtera aussi sa voix chantée à Azul dans Barbie Princesse de l'île merveilleuse. Comme je vous l'ai dit, Sissi était l'une des 10 enfants de la princesse Ludovica et du duc Maximilien. Cependant, aucun de ses frères et sœurs dans la série ne correspond à ses réels frères et sœurs. On notera que c'est Sarah Marot, la voix de Sabrina l'apprentie sorcière, qui double l'insupportable Tina, et Donald Renew, une icône du doublage français, qui prête sa voix aux jumeaux. Le Deus ex machina de Princesse Sissi, c'est Tommy. Un orphelin qui s'incruste dès le premier épisode à Possy. C'est un personnage sorti des enfers qui n'a aucune réalité historique et qui semble un peu pompé sur Peter Pan. Je ne vous le cache pas, je ne suis pas une grande fan de ce personnage. En tout cas, il est doublé par le merveilleux Alexis Thomasian, qui n'est autre que Julian dans Barbie Cœur de Princesse, ou encore Ivan dans Le Lac des Cygnes. Guillaume Lebon double le colonel Andrassy, et il est bien connu dans l'univers Barbie, comme le prince Carlos dans le premier Mariposa. Quant à la réalité, le comte Andrassy était bien haut placé chez les rebelles hongrois. Il devint très ami avec l'impératrice Sissi, on raconte même qu'il a été amoureux d'elle, puis il deviendra Premier ministre sous le gouvernement de François-Joseph. Blanche Ravallec prête également sa voix à l'artiste de cirque Ida Ferenczi, qui est en couple avec Andrassy, le chef des rebelles dans la série. Dans la réalité, Ida a bien existé, mais c'était une dame de compagnie hongroise de l'impératrice Sissi et elle n'avait pas réellement de lien avec Andrassy. Vous l'aurez compris, cette série n'a aucun but historique, mais j'aime noter qu'ils ont repris certains vrais noms. Une fanfiction comme on n'en fait plus, si vous voulez mon avis. Avant de commencer à vous résumer les premiers épisodes de Princesse Sissi, sachez que cette série est à 90% iconique à cause de son générique. La musique reste gravée à vie dans votre mémoire, puisque même moi, parfois, elle pop comme ça, sans aucune raison. Je suis là, je pense, et... Laissez-moi rester moi-même, c'est simplement Sissi. Quand j'étais enfant, j'étais aussi obsédée par les images du générique, et je ne pensais qu'à une chose, voir les épisodes où se trouvaient les images qui m'avaient le plus marqué. Notamment quand l'impératrice jette Sissi dans un carrosse. Spoiler alerte, ces images n'existent pas dans la série. C'est un petit peu décevant, je dois vous l'avouer. Vous êtes prêts? C'est parti pour le résumé de Princesse Sissi, partie 1. Laissez-moi rester moi-même, c'est simplement Sissi. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les biens, c'est simplement Sissi. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur.
Avant même de commencer, sachez que la première saison de Princesse Sissi a un générique complètement différent de celui qui est connu et reconnu par la plupart des gens. J'en étais presque déçue et énervée. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Rien ni personne ne t'arrachera à moi. Rien ni personne. Le premier épisode de Princesse Sissi est là pour nous faire rencontrer Sissi, sa vie à Possy et sa famille. Dans cet épisode, Sissi et sa famille attendent le retour du duc Max, le père de famille, qui semble souvent être occupé par des affaires secrètes et mystérieuses. La jeune princesse est présentée comme libre et rebelle, n'en faisant qu'à sa tête, mais s'en sortant toujours. Elle sauve d'ailleurs ses petits frères d'une dangereuse escalade dans les montagnes, alors qu'ils étaient à la recherche d'un Edelweiss. L'imagerie bavaroise qu'on retrouve dans la série animée Sissi est ultra présente dans les films avec Romy Schneider. Il s'agissait évidemment de construire ou entériner un mythe national allemand qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, bon ça faisait 10 ans là, mais quand même ça devait pas être la destination de tourisme à laquelle tout le monde pensait, ça devait pas avoir très très bonne presse, et là on a vraiment dans ces films, une bonne grosse pub pour le tourisme en Allemagne, et ça marche plutôt bien, puisque la famille de Gaël connaît tous les coins qu'a traversé Sissi par cœur, et j'ai moi-même fait des petits tours par là-bas. Mais bref, avec Sissi, les films, vous aurez la joie de voir des mecs en short avec un chapeau à plumes crapahutés dans les montagnes. Les shorts s'appellent des Lederhose. Et avec cette séquence, la série reprend cette imagerie, notamment avec l'Edelweiss, fleur emblématique des alpages. Edelweiss, Edelweiss. La différence, c'est que dans les films, c'est Franz qui va la chercher et non les deux petits frangins insupportables. Le comte Arcas, voisin de la famille de Sissi, est présenté comme un antagoniste souhaitant absolument mettre la main sur toute la région. Le duc Max finit par rentrer à Possy, le domaine familial situé en Bavière. Il offre alors à Sissi le chiot Toufou, qui deviendra l'un des animaux mascottes du dessin animé. Bonjour. Oh, le gentil chien. Tu sais comment je vais t'appeler, mon petit trésor? Tiens, je vais t'appeler Toufou. Ça t'ira très bien. On découvre qu'Arcas a mis le feu à la maison de la famille Bronner, arrêtant le père qui, soi-disant, braconnait ses terres. On comprend alors au passage que le comte Arcas et le duc Max sont ennemis depuis longtemps et qu'Arcas a déjà racheté plusieurs terres à la famille. N'ayant aucun pouvoir sur ce village, le duc ne peut rien faire et M. Bronner est arrêté, laissant sa famille sans maison et sans ressources. Ludovica et le duc accueillent alors Madame Bronner et sa famille et partent à la recherche de Tommy, un orphelin qu'ils gardaient avec eux. Malheureusement, Tommy est introuvable car il se cache dans la forêt. Tout le monde alors rentre à Possy. Dans cet épisode, le duc Max prévoit de reconstruire une maison pour les Browner sur l'une de ses terres pour qu'ils ne soient plus jamais embêtés par le comte Arcas. Il décide alors de demander l'aide de tout le village pour ce projet. Sissi part alors chercher les villageois, tandis que Max va chercher le charpentier. Dans la forêt, Franz et Karl, les princes d'Autriche, se baladent avec la garde royale. Nos deux amis décident de fausser compagnie à leur garde, lassés de leur vie fastueuse. Voilà le travail. Nous avons réussi à échapper à ces soldats. Cette fois, nous sommes libres. Franz, tu parles comme un brigand qui se serait enfui. Parfois, j'aimerais que ce soit le cas. Ça doit être la belle vie. Voler les riches pour donner aux pauvres.
Arrête, mon brave, et ne joue pas les fiers, la bourse ou la vie. On a un plan flippant sur leur tête d'ailleurs. On apprend alors qu'ils ne sont pas les bienvenus en Bavière à cause des conflits entre les régions. Ils décident alors d'aller se baigner dans une cascade et sont espionnés par Sissi qui les a entendus au loin. Elle tombe alors sous le charme de Franz dès le premier regard posé sur lui. Lorsque Toufou fait du bruit, elle repart au village. Plus tard, les deux princes sont seuls dans la nuit et attaqués par une horde de loups. Ils sont alors sauvés par un bruit de corps qui semble venir d'un enfant, qui ressemble à Peter Pan au passage, caché dans les arbres. Ce bruit permet à Sissi et ses amis d'aller les chercher. Ils sont alors sauvés, mais le jeune prince Karl est blessé. Tout le monde repart à Poissy et on découvre que le comte Arcas a laissé seul Karl au milieu de la forêt sans l'aider quelques heures plus tôt. Franz et Sissi se rencontrent officiellement lors du dîner et tombent totalement sous le charme l'un de l'autre. Le prince cache son identité à la famille, affirmant au duc que lui et son frère sont de simples étudiants. On cherche alors à savoir qui a soufflé dans un corps, sauvant les deux jeunes hommes. Madame Bronner en est sûre, c'est Tommy. Pendant ce temps-là, la garde royale est toujours dans la forêt et cherche les princes, sachant qu'ils risquent gros s'ils ne les retrouvent pas. Tommy entend alors la conversation, comprenant qui sont réellement les deux personnes qu'il a sauvées. Puis, la nuit tombe sur Poissy, laissant nos deux amoureux pensifs. Au début de l'épisode, la garde est toujours à la recherche des princes fugueurs. Ils se font d'ailleurs ridiculiser par les villageois, agacés de voir des Autrichiens chez eux. À Poissy, au petit matin, Sissi rêve de Franz. Pendant ce temps-là, Greta, l'employée de maison, elle, a compris que les étudiants qu'ils ont accueillis la veille ne sont pas vraiment des étudiants. Lorsque Franz découvre qu'elle sait la vérité, il lui demande de garder le secret. Il est malheureux, c'est tellement dur d'être empereur, il en a marre de la paperasse et de la gestion. Je dois apprendre mon futur métier d'empereur et ça commence par des papiers, des documents, des dossiers à lire, à signer à longueur de journée. Et tout ça sous la surveillance de ma mère, l'impératrice Sophia. Oh, si je pouvais, je ne passerais pas des heures derrière un bureau. Mais j'irais plutôt me promener, voyager, monter à cheval et rencontrer des gens aimables, comme vous. Plus tard dans la journée, Sissi continue à flirter avec Franz en faisant une compétition équestre. En parallèle, le duc Max et de nombreux villageois vont commencer le chantier pour les Bronner. Franz et Karl se proposent alors de travailler eux aussi sur ce chantier. Un peu plus loin, à Innsbruck, on rencontre l'impératrice Sophia et sa suivante Helena qui attendent les princes. Elles sont accompagnées du maréchal von Grossberg, le père d'Helena. Ils exigent tous les trois que Franz et Karl soient retrouvés au plus vite. L'impératrice, agacée, décide de partir chercher elle-même ses fils en calèche. De retour du côté de Poissy, la maison des Bronner avance. On comprend alors que Karl et Franz sont tous les deux amoureux de Sissi quand ils se battent pour avoir un baiser d'elle. Alors que le comte Arcas espionne le chantier, il rencontre l'impératrice, mais celle-ci l'ignore, trouvant ses fils sur le toit du chantier. Partisan de la couronne d'Autriche. Karl! Oh! Descendez immédiatement! C'est un ordre! Franz, Karl, des princes. L'impératrice et Helena sont furieuses. Le duc et Sissi tentent d'apaiser les choses et leur racontent comment ils sont arrivés jusqu'ici. Sophia décide alors de partir, mais Franz s'y oppose, estimant qu'ils doivent au moins remercier tout le monde de les avoir accueillis et sauvés. Il est alors décidé de lancer une partie de campagne près du château de Max et Ludovica. L'épisode se termine sur un baiser entre Sissi et Franz. Bon, bien sûr, un baiser chaste pour l'instant, mais qui en dit beaucoup. À Poissy, on prépare la partie de campagne. Et Helena est très agacée d'être dans cet endroit et est fortement allergique aux plumes. L'impératrice lui rappelle qu'elle doit faire bonne figure, car elle représente la cour d'Autriche. Dans la forêt, Maple, Geckel, Sissi et les princes jouent à cache-cache. Ils sont alors sur le point de découvrir Tommy, le petit orphelin, caché dans les arbres. Mais heureusement, c'est l'heure de la partie de campagne. Tout le monde se rend alors sur les terres du manoir. Helena et Sophia sont outrées par le comportement de Sissi, trop familière. Elle n'est pas une fille comme les autres. Helena
qui est folle amoureuse de Franz, ou du moins de l'idée qu'elle en a, comprend alors qu'elle a de la compétition. Sissi, de son côté, essaye de convaincre son père de se rendre au déjeuner avec l'impératrice, mais celui-ci explique d'une manière mystérieuse qu'il n'apprécie pas vraiment la cour d'Autriche. Mais je dois t'avouer que je n'apprécie pas spécialement la compagnie de l'impératrice. Et quand je pars en voyage, ce n'est pas pour lui rendre visite dans son palais de Schönbrunn. Allons, papa, l'impératrice ne va pas te manger. Tout ça, c'est bien mystérieux. Je ne comprends pas. Le comte Arcas décide que c'est le moment pour lui de poser ses pions auprès d'Helena et l'impératrice en s'incrustant à la partie de campagne avec une montgolfière. Helena comprend petit à petit que Franz et Sissi sont en train de tomber amoureux. Elle saisit alors l'occasion de faire une course en barque en compagnie de Franz, tandis que Sissi s'associe avec Karl. Une fois sur l'eau, la motivation d'Helena n'est pas faite pour durer et elle s'agace de devoir pagayer. Karl et Franz se battent avec les pagaies et finissent par faire chavirer la pauvre Helena. Sissi, n'écoutant que son courage, saute à l'eau pour la sauver. D'ailleurs, on dirait presque qu'elle peut respirer sous l'eau tellement elle y reste longtemps. De son côté, Tommy et son petit écureuil Croc essayent de subtiliser un peu de nourriture car ils ont faim après plusieurs jours dans la forêt. Helena est en colère d'avoir été sauvée par sa rivale. Elle accuse Sissi de l'avoir fait tomber à l'eau, appuyée par le comte Arcas et l'impératrice Sophia. Croc est alors découvert par le chiotou fou et tout le monde découvre Tommy qui a volé des pâtisseries. Pour éviter de se faire prendre, celui-ci s'enfuit dans la montgolfière. Alors que Karl, Franz et Max partent sauver le petit garçon, le comte Arcas compte bien le punir en premier. Sissi les suit sans leur dire. Une fois retrouvés, nos amis sauvent Tommy des griffes du comte Arcas. C'est alors que Franz comprend que c'est Tommy qui les a sauvés en forêt grâce à son corps de chasse. En effet, le petit garçon a encore sur lui l'épée qu'avait perdue le prince dans la bataille avec les loups. Tommy est proclamé protégé de Franz, rendant impossible pour Arcas de lui nuire, du moins pour le moment. Après toutes ces aventures, l'impératrice Sophia décide de rentrer à Vienne avec ses fils et Helena. Mais le duc demande à Franz de rester pour assister au procès de Monsieur Brauner. Les princes acceptent, aux grandes dames de leur mère et de sa suivante. Helena décide de rester pour surveiller Sissi et Franz et surtout les empêcher de se rapprocher. À Poissy, les enfants adorent s'amuser à imiter Helena pour se moquer d'elle, ce qui la rend furieuse. Franz propose alors une sortie à cheval à Sissi. Karl lui propose alors de lui prêter son cheval, comprenant avec tristesse qu'il n'est pas le favori de Sissi. Tommy décide de s'incruster à la balade. Helena est malheureuse à Poissy et regrette de ne pas être repartie avec l'impératrice. Elle décide alors de se venger des enfants en simulant une chute. Les enfants sont alors punis par la duchesse Ludovica. Dans son sombre château, Arcas est en colère contre Franz. Il n'a pas pu punir le jeune Tommy. Le comte est ravi de retrouver cependant son compère, la Flèche, qui sort tout juste de prison pour reprendre ses activités peu morales. Il apprend alors au comte Arcas que Franz et le duc Max ont fait leur maximum pour que M. Brauner soit libéré lors du procès. Il décide alors de comploter pour envoyer M. Brauner en prison. Pendant ce temps-là, Helena demande à Karl pourquoi il aime tant Sissi. Elle souligne que Karl est bête de penser qu'il a une chance avec elle, alors qu'elle ne cesse de roucouler avec Franz. On comprend alors qu'elle essaie de créer une rivalité entre les deux frères. Karl, dont l'ego a été blessé, part se balader en forêt et surprend deux individus masqués s'en prendre au bourgmestre, le menaçant pour le forcer à condamner Brauner. Dans la maison du duc et de la duchesse, Helena affirme que l'un de ses colliers lui a été volé. Les enfants se doutent qu'elle ment et font semblant de le chercher. La jeune femme s'en plaint auprès de Franz, mais c'est l'heure du procès. Pas de temps à perdre. Brauner est alors condamné à 3 ans de travaux forcés au plus grand bonheur du comte Arcas. Toute l'assemblée est choquée et le bourgmestre s'en défend, ne pouvant révéler la véritable cause de la condamnation. Tommy arrive alors et s'accuse du braconnage, car sa famille et lui n'avaient plus rien à manger à cause du comte Arcas. Sissi propose un plaidoyer et demande à ce que Tommy soit gracié. Mais Helena vient de retrouver son collier dans le corps de chasse de Tommy, qu'elle avait caché plus tôt pour l'accuser. C'est moi qui ai volé le collier, pas Tommy. Comment? C'est vrai,
Je suis entrée dans la chambre d'Elena et je l'ai trouvée sur la coiffeuse. Je l'ai mis au cou de mademoiselle Luce. Il lui allait si bien. Elle était tellement jolie avec. Mais quand j'ai entendu Elena revenir, j'ai vite caché le collier dans la corde et moi je me suis cachée sous le lit. Pas plus compliqué. Elle dit vraiment n'importe quoi. Elena a raison. Tina ment. C'est moi qui l'ai mis dedans. Ou alors c'est moi. On se ressemble tellement que tu as cru que c'était toi. Vous ne voyez pas qu'il se moque de nous? Franz décide de s'en mêler, forçant le bourgmestre à déclarer tout le monde innocent. Le comte Arcas et ses sbires décident de se venger du bourgmestre, sans savoir qu'ils sont écoutés par le prince Karl, qui décide d'empêcher leur plan d'être exécuté. Il part alors, et Tina informe Sissi et Franz. Les deux amoureux partent alors dans la nuit pour sauver Karl. Au début de l'épisode, Karl, Sissi, Franz, Tommy et Croc arrivent à se venger assez facilement du comte Arcas et de ses hommes. Puis, ils rentrent à Poissy et rencontrent le duc Max. Celui-ci leur propose alors d'aller à la chasse. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler que dans les dessins animés, ils sont toujours amis avec des tonnes d'animaux, mais qu'ils vont quand même chasser? Ça me surprend toujours à chaque fois. À Vienne, l'impératrice exige que ses fils reviennent et envoie un carrosse pour aller les chercher. Franz, quant à lui, a d'autres plans pour l'avenir, et il s'entraîne à offrir un cadeau à Sissi avant la chasse. Ils partent ensuite en forêt très tôt le matin, ce qui agace profondément Elena, qui décide d'aller les retrouver toute seule. Sissi, qui porte une de ses plus jolies tenues selon moi, et Franz font équipe. Et cette tenue est complètement pompée sur le troisième film. Mais honnêtement, ça vaut mieux vu les capacités de design qu'ils ont dans la série. C'est vraiment Barbie Princesse Rose avec plein de petits neuneux. Bon. Petite tangente, mais est-ce que je suis le seul à avoir désiré ardemment, genre c'était ma vie quoi, la poupée de Sissi en tenue d'équitation et à ne jamais l'avoir obtenue? Je crois que c'est une des plus chères, parce que je crois qu'elles se revendent assez cher en fait, mine de rien, ces poupées. Et bref, je la désire toujours. Père Noël, tu as reçu ma lettre de quand j'avais 6 ans? Non. Elena part seule dans la forêt et tombe sur le comte Arcas, qui lui propose de l'emmener retrouver ses amis. Nos deux amoureux discutent alors. Franz avoue qu'il déteste la paperasse, ce qui est assez ironique car le vrai François-Joseph adorait ça. La jeune femme empêche Franz de tuer un animal, tout en faisant un discours sur la liberté. Tu dis que tu aimes la liberté et tu allais tuer un animal libre. Alors j'ai pas fait 36 000 recherches, mais je pense vraiment que l'image de Sissi, la protectrice des animaux, ça vient des films. Parce que c'était une fille à poney, hein, qu'on soit clair, elle adorait les chevaux, elle adorait l'équitation, mais elle kiffait aussi la chasse. Elle aimait chasser la meuf, elle adorait tuer des renards, c'était sa petite passion du week-end. Petite partie de chasse où on tue des renards sans défense. Et après on dit que c'est pour, je sais pas, équilibrer la nature, parce qu'il y a trop de population, des animaux sauvages, machin, enfin bref. Dans les films, Sissi dit qu'elle empêche son père puis Franz de tuer des animaux quand elle les accompagne à la chasse, évidemment sans le faire exprès, en éternuant. Et puis la meuf se prend aussi pour Blanche-Neige accessoirement, elle câline un fan dans le film et on retrouve cette image dans la série. La série a vraiment, mais vraiment rien inventé quoi. Alors que le fait qu'une héroïne aime les animaux dans les séries pour filles c'est plutôt classique. Donc cette Sissi proto-écolo, elle puise peut-être un poil dans la réalité historique. Again, Sissi c'était une fille à poney, elle adorait les chevaux. Et c'est vrai qu'elle avait beaucoup de mal avec le protocole de la cour, qu'elle aimait bien aller cavaler dans la forêt, qu'elle aimait bien la nature. Mais d'après les témoignages de l'époque, on avait une figure plus ambiguë que la spontanée fan des animaux, des films et de la série. Puisque Sissi, c'était aussi une fashionista digne de Miranda Priestly. Et je suppose que son empreinte carbone devait pas être extraordinaire, l'empreinte carbone de l'époque. Déjà, elle devait faire importer des produits hors de prix pour avoir ses fringues à la pointe de la mode, et puis elle faisait bosser 30 couturières pour avoir une robe en 3 jours. Puis c'était aussi une Thibaut InShape en puissance, puisqu'elle faisait des tractions dans son château, elle était obsédée par sa forme physique, etc. etc. Perso, j'aurais grave aimé qu'on garde aussi ces aspects plus ambigus de sa personnalité et pas que la grande amie des animaux. Oh là là, eh bien si c'est ça, je ne voudrais pas être princesse. Arcas et Elena se sont trouvés un point commun, leur haine de Sissi et de sa famille. Ils décident alors de s'allier pour empêcher la relation de Franz et Sissi d'aller plus loin. Dans la forêt, Franz tente d'offrir la bague à Sissi, mais celle-ci est discrète par un arc-en-ciel. Tommy et Elena se retrouvent alors au même endroit. Elles décident de jouer la carte des excuses pour se mettre le jeune garçon dans la poche. Elle affirme vouloir faire la paix avec Sissi. Pendant ce temps-là,
Franz tente d'offrir la bague à Sissi, mais Elena les retrouve au bord de l'eau, ratée, encore une fois. À Poissy, la garde royale est de retour pour que les princes repartent à Vienne sur ordre de leur mère. Sissi est dévastée quand elle l'apprend à la fin de la promenade. Franz promet à Sissi de revenir, mais elle sait qu'il ne reviendra pas, car l'impératrice l'en empêchera. Le prince s'apprête alors à lui offrir la bague, mais ils sont encore interrompus par Elena. Sissi est malheureuse et s'enfuit dans le jardin. Les adieux sont durs pour les princes et les habitants de Poissy. Et alors que Sissi regarde son grand amour partir au loin et échange un dernier regard avec lui, celui-ci fait demi-tour et va la rejoindre au kiosque où ils se sont échangés leur premier baiser. Il lui offre alors la bague qu'il essayait de lui offrir depuis le début de l'épisode avant de lui promettre de revenir au plus vite. À Poissy, Sissi écrit à Franz où elle lui raconte que son père est encore parti depuis des mois lors d'une mission secrète. La sécheresse a dévasté la Bavière et le comte Arcas leur a racheté de nombreux biens pour que la famille puisse survivre. Les Brauner sont partis chercher du travail ailleurs, laissant Tommy à la duchesse. On apprend que Franz doit gérer la révolte qui se passe en Hongrie. Sissi lui dit qu'elle est certaine qu'une fois empereur, il saura maintenir la paix. Et elle n'attend que son retour. Et du haut de notre colline, je sais qu'un jour je te verrai arriver, galopant à l'horizon, sur ton fidèle panache. Dans la cuisine, tout le monde grelotte de froid, mais une lettre est arrivée de Vienne pour Sissi. Elle est agacée car Franz ne lui propose toujours aucune date pour son retour. Tommy veut s'enfuir de Poissy car il se sent de trop et ne veut pas être une bouche à nourrir de plus pour la duchesse. À la tombée de la nuit, les enfants découvrent qu'il est parti et Ludovica se sent responsable. Sissi et ses frères partent alors à sa recherche. Pendant ce temps-là, en Hongrie, on découvre que le duc Max aide la rébellion hongroise depuis le début. Il sauve le chef des rebelles, le comte Andrassy, lors d'une bataille. C'était donc ça, ses missions secrètes. Et ça explique pourquoi il déteste tant l'impératrice Sofia. À cause de la nuit noire, Tommy tombe dans un ravin. Sissi rencontre alors un magnifique cheval sauvage sur l'une des falaises. De leur côté, les jumeaux, accompagnés du bourgmestre, sont toujours à la recherche de leur nouvel ami. Maple et Gekel sont surpris par le comte Arcas sur ses terres, qui est à la recherche d'un bel étalon qui se serait enfui de son domaine. C'est ce même étalon qui emmène Sissi où se trouve Tommy. Notre équipe se retrouve alors pour sauver le garçon. Notre princesse décide d'aller le sauver et malgré quelques frayeurs, tout le monde est sain et sauf. En Hongrie, on retrouve le duc Max qui est poursuivi à cheval par l'armée autrichienne. En effet, il a pour passager le comte Andrassy, l'homme le plus recherché d'Autriche. Mais ils sont tous les deux blessés. Ils parviennent à échapper de justesse au coup de feu grâce à la rivière, mais l'ami du duc est bien mal en point. Ils finissent par trouver une cabane de chasseurs où se réfugier près de Poissy. Le duc Max décide de repartir dans sa famille et de revenir aider son ami plus tard, lorsqu'il sera reposé. Sissi à Poissy rêve du cheval qu'elle a croisé. Elle découvre que le comte Arcas est le propriétaire de cet animal et qu'il le maltraite pour le ramener à son palais. Elle décide alors de le sauver. Tommy promet à ses nouveaux frères et sœurs de ne plus jamais s'enfuir. Le duc Max est enfin de retour et il apprend l'obsession de Sissi pour le cheval du comte Arcas. Celle-ci est déjà en train de fuir avec le cheval, mais elle est surprise par son ennemi qui menace de la frapper. Heureusement, le duc arrive et sauve sa fille des griffes du comte. Le cheval décide de fuir mais se blesse. Le comte décide d'abattre la pauvre bête, mais le duc lui achète pour 1000 florins. Sissi décide de l'appeler Tempête. Et il est très fort et furieux, comme la tempête. Tempête, ce sera son nom. Tempête. Et en plus, il porte un éclair au beau milieu du front. Tout ira bien maintenant, Tempête. Je te le promets, tu verras. À présent, tu verras, tout ira très bien. La duchesse Ludovica est très angoissée par les 1000 florins que la famille doit au comte Arcas pour le cheval de Sissi Tempête. Car le duc a passé un marché avec le comte. Je vous l'achète, comte.
Je ne vous croyais pas aussi sentimental, Duc. Soit, quelle est votre offre? 1000 florins pour vous si vous arrivez à le soigner. Eh bien, 1000 florins si vous me débarrassez de lui tout de suite. Qu'il vive ou qu'il meure, qu'il marche sur 4 pattes ou sur 3. Le cheval est très mal en point et il a une blessure qui s'infecte. Le duc annonce qu'il faut lui trouver un vétérinaire et il part en chercher un de ce pas. Il en profite pour voler quelques provisions à la cuisine pour Andrassi, toujours caché dans la cabane de la forêt. Au village, le comte Arcas a envoyé son sbire, la Flèche, menacer le vétérinaire pour empêcher que Tempête soit soignée. Max arrive trop tard et apprend ce qui s'est passé. Il promet au vétérinaire de régler ça par lui-même. Il repart vers le village et découvre que son ami Andrassi a été déclaré traître et criminel hongrois. Sa tête est mise à prix pour 50 000 florins. Il décide d'aller chercher des médicaments pour Andrassi en spécifiant au pharmacien que c'est pour le cheval de sa fille. Le comte Arcas menace tous les villageois qu'il soupçonne de cacher Andrassi, mais Max entend tout et défend publiquement son ami. Dans la forêt, les enfants sont à la recherche d'un trésor quand Tina tombe sur la cabane. Elle est terrifiée par la vision d'Andrassi qu'elle prend pour un homme des bois. Elle court jusqu'à Possy pour tout raconter à Sissi. Pendant ce temps-là, le pharmacien, sous la menace du comte, explique qu'il a vendu un médicament pour un homme et non un cheval, permettant à Arcas de comprendre ce qui se trame vraiment dans la forêt. Le duc Max rejoint le colonel, lui donnant le médicament, dans l'espoir qu'il puisse se rétablir. Andrassi veut s'en aller pour éviter d'attirer des problèmes à la famille de Sissi, mais la famille est déjà toute là, découvrant que le père a toujours aidé la rébellion hongroise. Sissi décide d'aider Andrassi en le ramenant à Possy pour le soigner. Celui-ci, allant mieux, va aider Sissi à soigner Tempête avec l'aide des enfants. La situation est très grave et c'est leur dernière chance de sauver Tempête. Il y parvient, au grand bonheur de Sissi, qui est persuadé qu'il est médecin. La jeune fille et le colonel deviennent alors très vite amis. Malheureusement, les hommes du comte Arcas se sont infiltrés à Possy. Andrassi la prévient qu'un homme s'est faufilé dans la grange. Sissi et les enfants font fuir l'homme en retournant la botte de foin dans laquelle il était fâché. Pour les remercier, Andrassi leur raconte alors l'histoire de son enfance et de la guerre sous forme d'un conte. Bien, je vais vous raconter une légende de mon pays. La légende de Gyula et de la reine sorcière. Il était une fois, dans un très beau pays qu'on appelait le Pays Doré, un petit garçon qui se nommait Gyula. Le roi du pays voisin passait souvent par là. Il avait défendu autrefois le Pays Doré contre de terribles ennemis. C'était un roi très gentil, et tous les habitants du Pays Doré l'aimaient beaucoup. Lui préférait même le Pays Doré à son propre royaume, qu'on appelait le Royaume de Pierre. Hélas, ce bon roi avait épousé une femme cruelle. La reine du royaume de Pierre n'accompagnait jamais le roi dans ses promenades, car elle détestait le Pays Doré et tous ceux qui y vivaient. Elle avait 2 fils qui étaient des bons à rien. Et en plus, cette reine était aussi une sorcière redoutée. On racontait qu'à l'aide de son sceptre magique, elle pouvait transformer les terrifiantes statues de pierre de son château en redoutables guerriers. Mais c'est terrible! Pourquoi personne ne l'en a empêché? Parce qu'il n'y avait personne d'assez fort pour lutter contre la reine. Mais tu vas voir, l'histoire n'est pas terminée. En grandissant, Gyula était devenu un très bon cavalier. Un jour qu'il se promenait tranquillement, son attention fut attirée par un chant extraordinaire qui semblait sortir de nulle part. C'était une jeune fille qui s'appelait Ida. Elle était tellement belle que dès qu'il la vit, Gyula en tomba amoureux. Et elle tomba amoureuse de lui, bien entendu. Hélas, le jour même de leur rencontre, le bon roi du royaume de Pierre vint à mourir. Au lieu de pleurer, la reine se réjouit. Elle allait enfin régner toute seule. Et la première chose que cette méchante femme décida fut d'interdire aux gens du Pays Doré de chanter. Oh! J'espère bien qu'ils ne vont pas se laisser faire. Tu vas voir, Tommy. À l'aide de ses pouvoirs magiques, la reine commença par réveiller les guerriers de pierre.
Ce jour-là, Gyula avait organisé une fête en l'honneur de son ami qui venait de Bavière. C'était son meilleur ami. Soudain, la reine arriva avec ses affreux guerriers. J'avais pourtant interdit la musique, que je sache. Un grand silence s'abattit sur le village. Qu'on se saisisse de cet insolent. Soyez changés en statue de pierre. Gyula est vraiment un héros. Oh non, c'est juste un homme tout à fait normal, mais il ne veut pas qu'une affreuse sorcière s'empare du pays doré. Mais comment va-t-il faire tout seul? Mais il n'est pas tout seul. Tous les habitants du pays doré avaient décidé de chasser la sorcière pour toujours. Halte! Chargez! La bataille fut terrible. Les monstres de la reine étaient très forts. Les soldats du pays doré n'avaient pour eux que leur courage et leur habileté. Pendant ce temps, les deux princes, qui étaient trop lâches pour se battre, attendaient tranquillement la fin de la bataille. Hélas, la magie de la sorcière fut la plus forte. Les soldats du pays doré perdirent la bataille et Gyula n'eut la vie sauve que grâce à son ami. Et cet ami l'a ramené ici, chez vous. Hein? Quoi? Eh oui, l'ami de Gyula, c'est le duc Max, votre papa. On comprend alors pourquoi il déteste tant l'impératrice et comment la rébellion a commencé, grâce à ce conte métaphorique. Mais Sissi est très en colère de la façon dont le colonel a raconté l'histoire, et surtout la façon dont il a parlé de Franz. On apprend qu'Andrassi déteste le prince, mais Sissi prend sa défense de manière énergique et de manière très colérique. Elle s'enfuit alors avec Tempête, qui la fait tomber au sol. Gyula s'excuse auprès de Sissi et lui promet de réfléchir sur le prince et de la croire. Ils partent alors tous les deux faire du cheval, échangeant sur leurs amours perdus qu'ils veulent tous les deux retrouver. C'est dur d'être séparé de la personne qu'on aime, vous savez. Oh oui, je sais. Pendant ce temps-là, les sbires du comte Arcas lui annoncent qu'ils n'ont pas retrouvé Andrassi, ce qui le met plutôt en colère. Il décide alors d'aller chercher les 1000 florins auprès du duc, mais découvre que Tempête est guérie. Mais maintenant, il sait où se trouve le colonel Andrassi. Sissi se cache dans le kiosque pour écrire à Franz, puis s'amuse avec les enfants et Andrassi. Le duc Max se rend compte que le comte Arcas les espionne. Celui-ci le confronte et lui demande les 1000 florins. Il propose d'échanger Andrassi contre Tempête, ce qui rend foudrage Max, qui le jette dehors. Arcas décide de se venger en prévenant le village d'où se trouve Andrassi.
Sissi décide alors d'aller parler au bourgmestre avant le comte. Elle y parvient grâce à Tempête. Le bourgmestre lui promet alors de protéger sa famille. Mais Andrassi est déjà parti, craignant pour la sécurité de ses amis. Il est alors poursuivi par le duc et ses enfants qui refusent qu'il parte. Les sbires du comte Arcas s'en prennent au bourgmestre sous les yeux de Sissi, caché dans une grange. Mais les villageois se liguent tous contre eux, menaçant Arcas s'il continue de les embêter. Sissi va alors apprendre la bonne nouvelle à son père. Il décide d'organiser une soirée pour fêter la défaite du comte Arcas. Dans son château, le comte décide d'aller à la cour de Vienne pour tout raconter à l'impératrice Sophia. Pendant ce temps-là, au château, Helena se languit de Franz, qui l'ignore. On apprend alors que la révolte gronde toujours en Hongrie. L'impératrice envoie alors l'armée pour faire cesser ces combats par la force et le sang. Franz apprend dans la dernière lettre de Sissi qu'elle ne lui écrira plus jusqu'à leur prochaine rencontre. Elle n'en peut plus de se languir de lui. Maintenant, Franz, je dois te le dire, cette lettre sera ma dernière jusqu'à ce que nous nous revoyions. Je t'attends depuis trop longtemps. Le comte Arcas arrive à la cour et demande à voir Helena, qui le reçoit dans la bibliothèque. Il complote alors pour faire tomber la famille de Sissi. Il décide d'en informer Zotornik, le conseiller de l'impératrice. C'est lui, le grand méchant de la série, et on assiste à la rencontre des 3 grands antagonistes. Zotornik est très emballé par la nouvelle d'où se cache Andrassi, mais a peur que l'influence des princes, qui apprécient la famille de Sissi, ne soit contre eux. Il propose alors à Arcas de s'associer à lui pour mettre au point un plan. Et puis, il promet à Helena que Franz épousera une bien meilleure fille que cette Sissi. Franz, de son côté, décide d'apprendre à monter sans selle pour imiter Sissi et lui faire la surprise lorsqu'ils se reverront. Zotornik va voir le prince et lui annonce que la famille du duc Max est prise au piège par des Hongrois. Franz décide de suivre Arcas jusqu'à Poissy pour aller sauver Sissi et demande à Karl de mentir à leur mère. Pendant ce temps-là, à Poissy, tout le monde s'amuse autour du feu, jusqu'à ce que Andrassi soit pris en chasse par Franz et les hommes du comte Arcas. Le colonel est pris en joue par Franz, mais Sissi s'y oppose. Sissi présente alors Gyula comme l'ami de son père. Franz lui dit que c'est un ennemi de l'Empire, ce à quoi Max retorque qu'il est en Bavière ici, et non en Autriche. S'ensuit alors un combat d'épée entre le comte et Andrassi, lors duquel les enfants élaborent un plan pour se débarrasser d'Arcas, qui est humilié et qui s'en va. Un jour, vous me le paierez! Franz informe que tous les habitants de Sissi sont désormais ennemis de l'Empire, ce qui rend Sissi folle de rage. Et en même temps, là il fait carrément le gros con, hein. On est totalement d'accord, Sissi. Il décide alors de partir et de ne plus jamais revenir, brisant le cœur de Sissi une nouvelle fois. À Poissy, le colonel Andrassi fait ses adieux à Sissi et sa famille, ne voulant pas les mettre encore plus en danger. Sissi est terriblement en colère contre Franz et part s'effondrer au kiosque, là où tout avait pourtant si bien commencé. Elle est rejointe par son père, qui pense qu'elle est triste uniquement à cause du départ de Gyula. Puis, soudain, la jeune fille semble heureuse à nouveau et part à la maison manger un dîner. Puis, elle va se coucher très tôt, ce qui étonne ses parents. Dans sa chambre, elle écrit une lettre pour dire à ses parents qu'elle est partie rejoindre Franz à Innsbruck. Tofu, son chien, est vexé de ne pas avoir été convié à cette escapade, alors il mange la lettre de Sissi. Pendant ce temps-là, Franz ne fait que faire des cauchemars où Sissi disparaît loin de lui. À Vienne, Helena retrouve son père et l'accueille avec les honneurs. D'après les rumeurs, il a maté la rébellion hongroise. Ce qui rend Zotornik euphorique. Il promet alors au maréchal von Grossberg de le récompenser. Au petit matin, Sissi arrive à Innsbruck, la résidence de campagne du prince Franz. On lui refuse l'entrée et elle demande à ce que sa bague soit emmenée à Franz. Le jeune prince est dans sa chambre, essayant d'écrire à son amour perdu. Mais dès lors qu'il reçoit la bague, il comprend qu'elle est là et qu'elle est revenue. Ils se retrouvent alors et se réconcilient. Ils partent en visite des montagnes du Tyrol, mais continuent à se disputer à propos des Hongrois et d'Andrassi.
Sissi convainc Franz alors de parler avec les Hongrois et leur colonel, de les écouter et de trouver un moyen de faire la paix. Nos deux amoureux sont pris alors dans une tempête de neige qui déclenche une avalanche. Sissi est évanouie dans la neige. Franz se surpasse pour les sauver tous les deux. Il arrive à les emmener dans une bergerie. Sissi ne se réveille pas et le prince est fou d'inquiétude. Pendant ce temps-là, à Poissy, tout le monde pense que Sissi est partie se balader. Mais Tina a découvert qu'elle n'a pas dormi dans sa chambre, ce qui inquiète tout le monde. À Vienne, le maréchal von Grossberg s'apprête à recevoir les honneurs. L'impératrice est très en colère car son fils est parti pour Innsbruck sans lui dire. Zotornik, quant à lui, a un plan pour remercier von Grossberg et marier Helena à Franz. Évidemment, on ne peut pas dire que von Grossberg brille par son intelligence. Mais il a d'autres qualités. Il est fidèle On peut même dire soumis. et tout dévoué à la cause de l'Empire. La famille von Grossberg est puissante, et Helena, sa fille, est charmante. Oh non! Elle est plutôt jolie et très obéissante. Elle sait se tenir en société. Et elle a du caractère. C'est tout à fait la femme qui convient à un futur empereur. Il n'y a plus qu'à élever von Grossberg au rang de maréchal. De retour à la bergerie, Sissi va mieux et ils repartent vers le palais d'été. Ils se retrouvent près d'un lac glacé où Franz demande enfin la jeune femme en mariage. Ils échangent alors leur premier baiser. Mais à Innsbruck, l'inquiétude gagne le personnel, qui partent chercher les deux amants dans la montagne. Ils finissent par les retrouver en bonne santé. À Vienne, le maréchal reçoit de nombreuses récompenses au grand bonheur de sa fille, mais surtout au grand bonheur de l'impératrice et de son conseiller, car leur plan ne fait que commencer. Sissi repart à Poissy, promettant à Franz d'annoncer à ses parents leur fiançailles. Lui repart à Vienne pour annoncer à sa mère l'arrivée de sa fiancée, Sissi. Sissi repart à Poissy. Elle trouve alors sa sœur Tina en train de pleurer. Celle-ci est folle de joie de la revoir, mais elle lui dit qu'ils n'ont absolument trouvé aucune note dans sa chambre. Pour éviter de se faire sermonner par son père, elle décide de parler de ses fiançailles avec sa mère pour commencer. Tina se charge de convaincre son père et ses frères de partir en balade, laissant le champ libre à Sissi pour rentrer dans la maison. Franz est de retour à Vienne, plus fleur bleue que jamais. Il se fait remonter les bretelles par l'impératrice qui ne veut rien entendre. Ils doivent absolument se rendre à un conseil d'État, ils parleront plus tard. Dans sa chambre, Franz annonce à Karl qu'il est fiancé à Sissi. Celui-ci a le cœur brisé, même s'il nie le contraire. Il prévient alors son frère que son choix ne va pas plaire à tout le monde. Lors du conseil, l'impératrice annonce qu'avant de devenir empereur, Franz doit épouser une femme digne de son rang. Le conseil lui annonce alors le choix qu'ils ont fait. Helena, ça, jamais. Je n'épouserai jamais cette hippie. Comment? Franz est sous le choc. Il est hors de question qu'il épouse une chippie qu'il ne supporte pas. Il est amoureux de Sissi. L'impératrice est sous le choc. À Poissy, la duchesse est très en colère, jusqu'à ce que Sissi lui annonce qu'elle est amoureuse. Sa fille lui dit qu'elle annoncera à toute la famille qui est l'heureux élu tout à l'heure. Le duc rentre alors de balade et entend le perroquet de la famille dire que sa fille est amoureuse. Il pense alors que sa fille est amoureuse d'Andrassy, ce qui le ravit. Mais Sissi les contredit bien vite. Elle veut épouser Franz. Toute sa famille est sous le choc, ce qui d'ailleurs est assez ridicule. Vous n'aviez pas capté qu'ils n'ont pas arrêté de flirter dans les premiers épisodes et qu'ils n'arrêtent pas de s'écrire des lettres? De retour à Vienne, Franz s'excuse auprès de sa mère mais lui annonce qu'il aime Sissi et qu'il veut l'épouser. L'impératrice accuse alors la famille de Sissi d'être des complices hongrois. Et pour une fois, l'impératrice et le duc Max sont bien d'accord sur une chose. Ils refusent ce mariage. Max est choqué que Sissi veuille épouser un ennemi de la Hongrie et punit sa fille dans sa chambre jusqu'à nouvel ordre. Helena ne cesse d'être rejetée par Franz, qui n'en a rien à faire de sa fiancée, et part confronter Zotornik, qu'il pense être à l'origine de ce plan. Celui-ci lui donne alors une leçon de gestion du pays. L'impératrice demande à son fils de s'excuser auprès d'Helena, et celui-ci refuse bien évidemment. Zotornik, qui a tout écouté la conversation,
propose alors un plan machiavélique pour obliger Franz à épouser Helena. Le plan, que Sofia prétende que sa dernière heure est arrivée et faire promettre à Franz d'épouser celle qu'elle a choisie. Devant ce dilemme, le jeune prince accepte, le cœur brisé. De retour à Poissy, Sissi décide de s'enfuir. Elle arrive au village pour faire quelques provisions et entend la déclaration du bourgmestre. Le prince Franz annonce ses fiançailles. Et alors que Sissi pense qu'il va annoncer qu'elle est sa fiancée, voici ce qu'elle entend. Famille impériale, stop. Annonce fiançailles, stop. Prince héritier Franz von Habsbourg, stop. Avec la vicomtesse Helena von Grossberg. C'est quand même un drôle de choix. Sissi s'effondre alors de douleur. À Poissy, Sissi est dévastée et rien ne semble pouvoir lui remonter le moral. À Vienne, on prépare le bal de fiançailles pour la vicomtesse von Grossberg et le prince Franz. Le prince, lui, semble fuir le palais, tandis qu'Helena, encore plus agaçante que d'habitude, est en plein mental breakdown, oscillant entre la maltraitance du personnel, des pleurs et des rires. Vous voulez ridiculiser la future impératrice d'Autriche ? L'impératrice est en colère, car Franz ne s'implique pas du tout dans le mariage. Elle complante alors, encore avec Zotornik, pour l'empêcher de repartir à Poissy, ou même de communiquer avec Sissi par des lettres. Elle fait alors ramener son fils au palais, et essaye de lui changer les idées. Mais lui veut absolument savoir si la famille de Sissi est invitée au bal. Il menace alors sa mère de ne pas se fiancer si elle n'envoie pas une invitation à Poissy. L'impératrice accepte, à contre-cœur. Sissi ouvre l'invitation et son cœur se brise à nouveau. On peut la comprendre, c'est pas très gentil d'inviter son ex à des fiançailles, surtout dans ces circonstances. On apprend que Franz a tenté d'écrire des dizaines de lettres à Sissi, mais qu'elles ont été toutes interceptées par Zotornik. Karl est alors chargé d'apporter l'ultime lettre à Sissi. Pendant ce temps-là, Helena continue d'être odieuse avec tous les employés du château. Karl décide de partir à Poissy pour aller déposer la lettre, et il rêvasse à propos de Sissi et récupère un collier qu'Helena refuse de porter pour l'offrir à son ami et lui avouer son amour. Pendant ce temps-là, Ludovica termine son mari et il l'a bien mérité. C'est décidé, je n'irai pas. Et Sissi non plus d'ailleurs. Je reste avec elle. Mais mon chéri, tu fais ce que tu veux. C'est une simple invitation, personne ne t'oblige à y aller. Mais alors, pourquoi fais-tu les valises? Je fais ma valise, Max. Je t'interdis d'y aller. Ah, c'est comme ça. Monsieur le Duc fait la loi. Monsieur le Duc joue les tyrans, lui aussi. Tu empêches Sissi d'épouser Franz et après tu ne supportes plus de la voir toute triste. Tu vas jouer les révolutionnaires en Hongrie et pendant ce temps nous n'avons même plus de quoi nous chauffer à la maison. Tu ne veux pas te rendre à l'invitation de l'impératrice et tu vas priver les petits d'un voyage à Vienne et d'une occasion de découvrir le palais de Schönbrunn. Voyons, ma chérie, calme-toi. Non, j'en ai assez. Moi je pars. Et je pars avec les enfants, que ça te plaise ou non. Non, Max. Oh. Na. Duchesse, vous avez gagné. Vous présenterez mes hommages à l'impératrice Sofia. Moi, je reste ici pour consoler Sissi. Duc Max, vous êtes le meilleur des pères et le meilleur des maris. Toute la famille, ou presque, part pour Vienne. J'avoue que ça doit être un peu douloureux de voir sa famille partir fêter les fiançailles de son ex, qui en plus vous a brisé le cœur comme ça. Karl arrive enfin à Poissy, et on découvre qu'il espère pouvoir épouser Sissi du coup, puisque son frère n'est plus disponible. Ya. Sissi, Franz ne peut pas t'épouser. Mais l'amour que tu attendais de lui, je te le donnerai au moins aussi fort.
Sissi, moi aussi je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Dans la vie réelle, après les retrouvailles avec ses amis, Karl renonce à son drôle de plan et raconte la vérité à Sissi. La jeune femme comprend alors tout, mais il est trop tard. Karl lui promet qu'ils peuvent y arriver. Ils partent alors tous les deux pour empêcher les fiançailles de Franz. Je fais un aparté, mais à chaque début d'épisode, il y a un résumé plus ou moins précis de l'épisode précédent. Et celui de cet épisode est beaucoup trop drôle, regardez ce qui est dit à propos d'Elena. Sissi est bien malheureuse à Poissy, alors qu'Elena respire le bonheur au palais où elle se prépare pour le grand bal. Karl et Sissi sont en route pour Vienne, à cheval, quand une tempête de pluie les surprend. Le pont qui devait les emmener à Schönbrunn s'est effondré. Heureusement, il existe un bac pour traverser, mais le gérant refuse de les faire passer, car le Danube est beaucoup trop dangereux sous la tempête. Karl capitule, mais pour Sissi c'est impossible de laisser tomber si proche du but. Elle s'empare alors du bac, grâce à Tempête, et traverse bien difficilement le fleuve. Tout le monde finit par arriver difficilement jusqu'à la berge. À Vienne, Tina a ramené une robe de Sissi pour le bal, mais elle est beaucoup trop grande pour elle. Elle est donc forcée de s'habiller en garçon pour le bal, une tenue qui lui va d'ailleurs extrêmement bien au passage. Franz est ravi de revoir la famille de Sissi et leurs retrouvailles sont chaleureuses. Le prince est très déçu que Sissi ne soit pas là. Tina fait avouer à Franz les réelles raisons de son mariage avec Elena. Sissi est très fâchée parce que tu vas te fiancer avec Elena. Et je suis bien d'accord avec elle. Cette Elena, c'est une chipie. Je me demande ce que tu peux bien lui trouver. À vrai dire, Tina, pas grand-chose. Alors tu n'as qu'à annuler le bal de ce soir et comme ça je n'aurai pas à m'habiller en garçon. Et tu reviendras à Poissy et Sissi t'aimera et tout sera comme avant. Pas plus compliqué. Si, Tina, hélas, c'est bien plus compliqué. Alors qu'ils sont toujours en chemin pour Vienne, Sissi et Karl tombent sur un village quasiment englouti par les eaux. Une petite fille est coincée sur un des toits. La princesse refuse de la laisser là, même si elle risque de perdre du temps et de ne pas arriver assez vite au bal. Karl et elle finiront par sauver la fillette, qui s'appelle Anita, non sans se retrouver trempée jusqu'aux os. Le bal du cotillon commence alors à la cour de Vienne. Mesdames, messieurs, la cérémonie du cotillon va commencer. Elena a des boucles d'oreilles en forme de tranches de fromage et Franz veut annuler ses fiançailles pour aller aider les villages inondés. Sa mère refuse et préfère envoyer les hussards. Franz, quant à lui, essaye de raisonner Elena, sans succès. Elena, écoute-moi. J'ai à te parler sérieusement. Si tu es mon amie, il faut que tu me rendes ma promesse. Ta promesse? Mais quelle promesse? Celle de t'épouser, voyons. Tu le sais parfaitement. Mais c'est à ta mère que tu as fait une promesse, Franz. Et je ne suis pas ton amie, mais ta fiancée. Arrête de changer d'avis tout le temps. Et viens, nous sommes attendus. Karl et Sissi sont arrivés à Vienne, mais elle n'a plus de robe à se mettre pour aller au bal, puisqu'avec l'eau, sa robe a rétréci. Il se cache alors dans la chambre de Karl, tandis que celui-ci part à la recherche d'une robe. Alors que la cérémonie du cotillon a commencé, Tina trouve Karl et lui parle de la robe de Sissi qu'elle a emmenée. C'est l'occasion parfaite, n'est-ce pas? Il emmène alors la petite fille retrouver sa sœur pour l'aider à se préparer. Et bien sûr, comme toute princesse de dessin animé qui se respecte, Sissi fait une apparition en haut des escaliers, empêchant à la dernière seconde Franz de demander Elena en mariage, sous les regards outrés de Zotornik et Sofia. Franz offre alors un bouquet de roses rouges à Sissi, ses fleurs préférées, et ils commencent alors à valser. Ce drama m'est tellement scandaleux qu'il mériterait une parodie dans RuPaul's Drag Race, à voir s'il n'y en a pas une dans la version allemande. Et ben en fait, il tire ses racines dans l'histoire avec un grand H. Hélène, la sœur aînée de Sissi, qui a sans doute inspiré Elena, était au départ censée être celle qui épouserait leur cousin, l'empereur, mais c'est sur Sissi que Franz a un crush. Elle était beaucoup plus jeune que lui, il me semble, mais bref. On peut pas dire non à l'empereur, alors hop, emballer c'est peser, tant qu'alliance il y a avec la Bavière, tout va bien, une sœur en vaut bien une autre. L'impératrice Sophie, la daronne de France, historiquement elle est tout à fait ok avec ça au début, mais c'est le comportement de Sissi par la suite qui va la décevoir.
Dans le film, on change un peu la donne, puisque l'impératrice est contre cette union dès le début, et Franz lui fait un petit peu une entourloupe en choisissant Sissi comme cavalière au cotillon au lieu d'Hélène. Il zappe ainsi la pauvre meuf et file les roses à Sissi qui voudrait que ce moment ne s'arrête jamais. Dans la série, on nous le fait en mode Cendrillon, le bouquet, c'est plus une invite pour le cotillon, mais carrément une demande en mariage, et Franz le file à Sissi, qui elle aussi voudrait que ce moment ne s'arrête jamais. Je voudrais que cette valse dure toute la soirée. J'aimerais ne danser qu'avec toi. Je voudrais que cette valse ne s'arrête jamais. Malheureusement, Sissi n'est pas au bout de ses peines. Nous ne sommes qu'à l'épisode 13 sur 52. Elle et Franz vont encore vivre quelques petites péripéties orchestrées par Helena, Zotornik, Arcas ou encore l'impératrice elle-même. Que va-t-il se passer après? Franz et Sissi pourront-ils être ensemble? C'est ce que vous verrez dans le prochain épisode. Oh, Franz, est-ce qu'un jour, enfin, nous ne serons plus séparés? Franz? Sissi. Oh, ma Sissi. Oh, Franz, je t'aime. Mes amis, la princesse Sissi et moi-même avons le plaisir de vous annoncer notre mariage. Il aura lieu dans 1 mois. 1 mois? J'ai décidé, de ne pas t'épouser. Quoi? J'aime une autre femme. Oh, qui? Helena. Helena, tu es chaque fois plus belle. Jamais, jamais, jamais je n'ai été si belle en ce miroir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je vous avais déjà demandé si ça vous dérangerait que parfois je vous parle des dessins animés de mon enfance, des dessins animés un peu étranges que j'ai déjà regardés, ou de faire ce type de vidéo. J'aimerais également beaucoup analyser la série Les Malheurs de Sophie. J'ai beaucoup de choses à dire dessus et c'est une série qui me fait encore beaucoup pleurer à 29 ans. Oui, il y a de quoi juger, j'avoue. En tout cas, j'étais très contente de vous retrouver et j'espère que vous serez motivés pour la partie 2. Merci Pralinus de ton intervention, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi et tu seras bien sûr le bienvenu dans les prochains épisodes. Abonnez-vous au Barbie Cinematic Universe, mettez un commentaire, mettez un pouce, mettez la cloche, et abonnez-vous aussi à Dr Pralinus, et suivez les lives du Ciné-Cucu Club. On se retrouve bientôt, à l'année prochaine. Je vous dis à bientôt dans le Barbie Cinematic Universe et au-delà. Laissez-moi rester.